veux, c'est lire. C'est ce plaisir que j'avais dans mon enfance et du temps qu'on pouvait tomber sur un livre sans couverture, sans les premières pages et rentrer tout de suite dans une histoire, simplement dans un récit. Et ce plaisir quand on a du temps. Mais je le dis, je ne sais pas pourquoi. Il s'agit de Sándor Márai, son journal Les années hongroises, 1943-1948. Lui aussi était confiné. Les réveils à l'aube en hiver, quand tu te sens en pleine santé, que ni l'âge ni le temps n'ont encore posé leur empreinte sur toi, tu t'habilles dans la chambre glacée, tu grelottes, mais tu es de bonne humeur. Dans la rue, un vent polaire balaie la neige, les lueurs jaunes crachotantes que les premiers tramways pochettent dans l'obscurité font penser au grillonnement rauque des malades dans les hôpitaux au lever du jour. Les bains de vapeur des matins d'hiver. J'arrive parmi les premiers, l'eau vert bouteille est propre, claire. Le pharmacien boy, cyclope, célibataire, fait trempette au pied de la source chaude. Le masseur t'empoigne prestement et te pétrit les muscles comme pour te féliciter d'avoir résisté à l'inéluctable naufrage du temps. Le masseur se fait appeler Victor. En réalité, son prénom est Carolie. Pourquoi ce pseudonyme? C'est son nom d'artiste, a répondu très sérieusement le maître nageur. Petit déjeuner d'hiver au vieux café après le bain de vapeur, thé, viande froide, journaux, le refuge tiède de la civilisation et la conscience que ce bonheur est plus fragile encore que la tasse de thé en verre que tu portes à tes lèvres. Cette promenade avec mon premier amour dans les chaumes entre les gerbes d'orge moissonnées. J'ai 14 ans, la fille 13, elle est pieds nus dans ses sandales. Nous nous tenons par la main, tel Hansel et Gretel dans le conte. Il ne se passe rien d'autre autour de nous. La grande plaine, les meules de foin, le ciel est violet, la terre attend la pluie. La tension dans l'air et dans nos cœurs est presque insupportable. Nous marchons longtemps ainsi. Mon dos est envahi par la chair de poule. Les yeux de la fille s'emplissent de larmes. C'est la fin de l'été. Le paysage est luxuriant et mortellement triste. Le lendemain, je pars. Je retourne en ville. Cette fille, je ne l'ai jamais revue. Pal Teleki, quelques jours avant son suicide, il se promène au bastion accompagné d'un agent. Il est vêtu d'une veste en fourrure et coiffé d'un chapeau de chasse. Derrière ses lunettes, un regard d'enfant, un regard incertain, interrogateur. Un vieil homme dont le corps fragile et la constance laissent deviner l'enfant, l'adolescent qui a refusé de grandir. Seul son esprit a grandi, seule sa manière d'affronter le monde. Même en devenant Premier ministre, il a gardé cet enfant, lui, ce garçon empointé, qui avait appris à manier une badine et à tenir des discours, avec toutefois une peur secrète du monde. Ce n'est pas un hasard s'il aimait se retrouver parmi des enfants et s'habiller en scout. Dans son cœur, il se sentait plus à l'aise avec eux, bien plus que dans le monde des adultes. Quelques jours plus tard, il s'est tiré une balle dans la tête, ce qui l'a fait brutalement grandir de façon effrayante. Après sa mort, gêne et timidité ont disparu de son visage, comme s'il avait compris et formulé quelque chose. À Londres, un soir, à 7 heures, au coin d'une rue,
Un homme s'adresse à la foule. Il pleut. La ville est molle et glissante sous la pluie, tel un monstre marin que sa taille aurait rendu vulnérable et impuissant. Sous la lueur verte des lampes à gaz, les visages se métamorphosent et deviennent fantomatiques, comme si des morts écoutaient l'orateur au fond de la mer. C'est le jour où l'on apprend que la guerre a éclaté entre l'Italie et l'Abyssinie. L'orateur brandit son parapluie dans tous les sens. Les gens, le regard vitreux, l'écoutent. Je reviens de la bibliothèque où j'ai contemplé des portraits de princesses assyriennes tout l'après-midi. J'ai mal à la tête. Le crépuscule londonien chargé de pluie m'enveloppe de sa lumière nacrée, tel un géant m'appliquant une compresse. Ils sont tous debout, immobiles autour de l'orateur. Ce silence et cette immobilité sont plus effrayantes et plus inquiétantes que ne le serait le bruit, les cris, les protestations. Ce sont des Anglais. Leur mutisme est impressionnant. C'est la première fois que je comprends ce qui jusqu'ici n'était que littérature ou une information sans grande importance. Ces gens-là ne manifestent pas leur courroux comme nous, les continentaux. Ils sont capables de diluer leur colère et de retarder leur influx nerveux dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, jeudi, ils se mettent en colère. La cause de leur colère, ils ne la formuleront peut-être qu'au bout de 10 ans. Entouré de la foule, je reste muet. Jamais je ne me suis senti aussi désespérément seul et étranger au milieu d'êtres humains. SZ, le tricheur, celui qui, 2 semaines avant le baccalauréat, avait raflé au 21 tout l'argent de 8 camarades de classe. Tous les après-midi, la tanière d'étudiants de l'un d'entre nous était le champ d'âpres batailles. Nos vêtements, nos possessions avaient migré vers des prêteurs sur gage, car SZ gagnait sans arrêt. Nous courions après notre argent et nos objets de valeur. Un après-midi, il fut pris la main dans le sac. Il jouait avec de fausses cartes. Tremblant sous le choc, nous avions organisé un conseil de guerre pour le juger. Ce garçon était pauvre, sa mère était veuve, lui-même subsistait en donnant des cours particuliers. Nous ne lui avons pas cassé la figure, mais nous l'avions condamné à subir l'exclusion et notre mépris. 25 ans ont passé et voilà que je vois mon tricheur en face de moi dans la rue. Ses cheveux sont gris, c'est un homme trapu et respectable. Il ne me reconnaît pas. Il me rend mon regard inquisiteur avec embarras. Nous nous croisons sans rien dire et j'éprouve le sentiment que le châtiment s'est pourtant exercé au-delà des juges et du condamné, et que dans ce châtiment, aussi bien le crime que la sentence ont perdu toute signification, car la punition est la même. Nous avons vieilli. Quand mon père est mort, je suis aussitôt sorti de sa chambre, fumer une cigarette dans le couloir de l'hôpital. J'ai agi de même quand mon fils est mort. Il semblerait que je sois vraiment un grand fumeur. Une matinée chez Barbus, il habitait un appartement dans un immeuble bourgeois de la fin du siècle dernier, près du Champ de Mars. Un homme grand et maigre, une sorte de Don Quichotte, triste, sympathique et anodin. Il envisageait d'écrire un livre sur Zola, longue conversation sur la guerre et la paix, conversation dont le seul sens et l'unique conclusion furent que, au moment de nous quitter, nous sûmes que nous n'avions rien, rigoureusement rien à nous dire. Il fait partie de ces hommes dont on apprécie toujours la compagnie parce qu'on sent à leurs paroles qu'ils ne savent pas mentir et sont incapables de dissimulation. Il fait partie de ces hommes que l'on quitte avec un soupir de soulagement
comme si on venait d'échapper au danger d'être taxé d'immoralité. Ce ne sont pas les villes et les paysages qui m'intéressent vraiment. En réalité, mon intérêt s'est toujours porté sur les êtres humains. Pour moi, ce n'est pas dans la galerie des offices ou le jardin de Boboli que se trouve l'esprit de Florence, mais dans une vision, celle d'une femme anglaise ou d'un cordonnier toscan dans une étroite ruelle proche de la Via Tornabuoni. Si je ferme les yeux et que je pense à Paris, ce n'est pas la Seine ou les rues qui me viennent en premier, mais un visage qui se détache du décor environnant. Du canal de Suez, ce dont je me souviens vraiment avec précision, c'est la voix et l'intonation d'un immigrant syrien. Il me semble que seul le sens, le véritable sens de tout ce que nous vivons, est l'être humain. Le reste ne sert qu'à définir, entourer et expliquer cet être. Ce qui donne la plus grande valeur au Stromboli restera pour moi la voix de R qui demande avec détachement, penché sur la rambarde du bateau, comment une montagne peut-elle être aussi inquiète? Et le Stromboli, je l'ai oublié, je ne saurais le décrire. La voix de R, je ne l'ai pas oublié. Un volcan pour moi, ce n'est rien. Un être humain, c'est tout. Alité 3 mois dans une quasi-immobilité, les faisceaux nerveux meurtris ou détruits au cours de l'épisode inflammatoire se régénèrent peu à peu. Dans chacun des membres, ce sont des filaments nerveux de près d'1 mètre de long qui repoussent. Il faut attendre. J'arrive à marcher, mais à grand-peine. Pour l'instant, les crises de douleur aiguës, les douleurs irradiantes dues à l'inflammation des terminaisons nerveuses du système sensoriel ont cessé. Je réussis à dormir sans trop de somnifères. Le degré de la douleur est imprévisible, mais là n'est pas le pire. La douleur, le corps, on l'oublie. Tout ce qui s'est passé au cours de la maladie, je l'ai considéré comme une révolte de mon organisme, une sorte de mutinerie. Le pire se fit lorsqu'un jour, je me suis rendu compte que mon destin commençait à m'échapper, que ce n'était plus mon esprit qui commandait, que quelque chose se produisait en moi, que de grandes forces, plus indifférentes que vraiment animées de mauvaises intentions, se mettaient à jouer avec mon corps et mon âme. Ça, c'est le pire, peut-être pire que la mort. Rilke dit, l'être humain doit savoir vivre sa propre mort. C'est vrai, nous acceptons notre sort, nous acceptons notre mort de sorte que d'une façon ou d'une autre, lorsqu'elle se présente à nous, elle nous est devenue familière. Mais aujourd'hui, pour couronner le tout, toutes les nuits, il y a ce nouveau risque, cette mort statistique, cette mort aléatoire qui tombe du ciel. Ce n'est pas la mienne, celle-ci m'est imposée comme une taxe. Et ça, impossible de s'y résigner. Autour de la maladie, il y a toute une liturgie des prêtres avec des accessoires et des objets de culte, des fidèles au marmonnement dévot. Le rituel de la vie s'y déroule à l'horizontale. D'après Goethe, devant un chef-d'œuvre allemand, les Allemands ressentent une crainte qu'ils dissimulent sous une gravité empreinte de respect. Quand les Latins tombent sur un chef-d'œuvre, ils sourient de gratitude. Depuis des jours, tous les matins, un mal de tête subtil pendant que je travaille, je remarche, mais mes membres inférieurs sont encore totalement insensibles. En fait, je ne marche pas, je soulève une jambe
que je dépose précautionneusement par terre et au bout d'un moment, je soulève l'autre. Tout ceci, la marche, le travail, la vie, une observation dans la rue, exige des efforts inouïs. Parfois, après le déjeuner, j'éprouve la même fatigue que si j'avais escaladé une montagne. Autour de ses 61 ans, Gide note dans son journal ne plus avoir envie que d'écrire des œuvres posthumes. C'est donc qu'il n'a plus du tout envie d'écrire. On m'envoie un exemplaire de l'édition tchèque de Sutora. Il m'est impossible de comprendre et de vérifier la traduction, mais j'avise sur la couverture un dessin censé représenter mon chien Sutora, d'après les informations contenues dans le roman. Une horreur née de l'imagination de l'illustrateur tchèque qui a dessiné une espèce d'hybride de fox terrier à poil ras et de balayette de WC. Mon chien Sutora était un pouli dont j'avais essayé de décrire fidèlement l'extérieur et l'intérieur. Que reste-t-il dans l'imaginaire des hommes, des autres par exemple, entre les mains d'un traducteur de ce que nous écrivons ou pensons? Quel malentendu effrayant contient chaque mot qu'un être humain utilise pour s'adresser à un autre. Chaque ligne que j'écris, article, essai, roman et même note de journal, éveille en moi une angoisse et une inquiétude indicibles. Au lieu de disparaître avec les années, l'expérience et la pratique du métier, quel métier, ces sentiments augmentent. Pendant la période de la journée que je consacre à mon travail, tout me dérange, m'énerve. Une conversation téléphonique m'accable, ainsi que l'idée qu'on puisse venir me voir et l'obligation de terminer à temps la tâche que je me suis assignée pour ce jour-là. Tout cela m'anéantit et agit sur moi comme une souffrance physique aiguë. S'il savait ce qui me qualifie de supérieur et de beau parleur sûr de lui, le prix à payer pour cette supériorité et ce ton assuré. Je ne vis plus qu'entre les lignes de mon ouvrage, comme elles sont des parfaites et pauvres, ces lignes désespérément pauvres. Et le reste du temps, je ne fais que prendre des forces et me préparer à ces quelques lignes. Lecture, alimentation, sommeil, toutes les péripéties de la vie ne sont que des accessoires et une façon de s'entraîner pour le travail. De plus en plus d'ailleurs, à en mourir. Dostoïevski provoque en moi la même angoisse que si je m'enfermais dans une pièce avec un psychotique que l'on pourrait peut-être un jour élever à la sainteté. Je n'arrive pas à accepter que cet infini anarchique soit la seule perspective humaine. Je suis européen, je crois aux dimensions et aux données cartographiques. Vent de mai, comme si l'on aérait cet antre étouffant et renfermé qu'est devenu le monde. Toutefois, quand je plonge dans la haute et exaltante température de l'œuvre, l'antagonisme que je ressens envers le style de Dostoïevski fond comme du plomb dans les braises d'une chaudière. L'écrivain balaie toute résistance avec ce quelque chose de plus que la littérature qui ne souffre aucune discussion. On est obligé d'être de son côté ou de le fuir. C'est la décision que doit prendre le monde confronté à une réalité qui semble née de l'œuvre de Dostoïevski. C'est tout ce qu'on peut encore faire en tant qu'occidental face au messianisme russe. Extraire fatalité et contenu des frères Karamazov, déchiffrer le commandement
évangélique sous le verbiage délirant et convulsif t'achardu pour le lecteur. Tout compte fait, c'est bien avec un fou que l'on discute. Il est vrai que la force de ce fou a ébranlé et bouleversé le monde, y compris aujourd'hui. Après avoir lu 30, 40 pages, je suis complètement épuisé et l'énervement déclenché par sa voix, sa prolixité, ses digressions exerce encore son effet angoissant sur le lecteur que je suis pendant des heures. Pourtant, on ne peut pas s'en libérer. Il n'est absolument pas impossible. Et peut-être un jour, cette hypothèse sera-t-elle avérée par quelques documents policiers que Dostoïevski ait tué un homme, des hommes même. J'ai relu Herbier en opinant du chef d'accord avec le texte. Ce livre est beaucoup plus intelligent, courageux et humain que moi. Il m'a beaucoup appris. Oui, c'est ainsi qu'il faudrait vivre, penser, se préparer à la vie et à la mort. Je soupçonne à présent que notre œuvre est plus grande, plus entière et plus forte que ce que nous sommes. De même que, en physique, le tout représente davantage que la somme de ses parties. L'œuvre d'une vie est un tout mystérieux constitué par notre être et notre existence. C'est un livre intéressant. Il faudrait que je le feuillette plus souvent. Peut-être faudrait-il venir en aide au pauvre mortel infirme qu'il a écrit. Delacroix, l'édition hongroise d'extraits de son journal, un grand artiste, mais parfaitement sot quand il parle d'autre chose que de peinture. Par exemple, quand il affirme que Shakespeare et Goethe sont des amateurs à courte vue si on les compare à Corneille et Racine, et qu'il va jusqu'à nier leur caractère de génie. Par ailleurs, des notations surprenantes, audacieuses et justes sur le talent et sur les œuvres. Ce qu'il dit du génie et de la passion est vrai. Il n'est point de création sans passion. Toutefois, on ne vit pas longtemps dans la passion. C'est un peintre heureux, authentique, qui s'aveugle dans les couleurs de l'univers. Quelle chance il a, cet artiste, de ne voir que des problèmes de couleurs, là où l'écrivain voit la marque du destin. Sirocco, vent brûlant qui siffle jusque dans les pores de la peau, irrite jusqu'au moindre petit nerf, mord et brûle. C'est avec des nerfs offusqués et convulsés que je me traîne dans la rue et que dans les trams bondés, je voyage debout. On dirait qu'une Pâque incandescente et névrosée hurle dans l'air. Les tragédies de Shakespeare dans la traduction française en prose de Pierre Messiaen, cette traduction, ce texte shakespearien privé de ses vers et de sa musique, a le même effet sur moi que si on me montrait un homme au rayon X. Sa personnalité perd toute sa magie, toutefois l'appareil de radiologie révèle de nombreux secrets. La préface très renseignée de cette traduction fait état du catholicisme de Shakespeare et de son époque de grand pessimisme de 1600 à 1608, c'est-à-dire de Hamlet à Timon d'Athènes. Cela correspond dans sa vie à une période d'apogée et de crise, le temps des sonnets, période qui nous confirme ce que soupçonnaient déjà de nombreuses personnes qui y faisaient allusion, la libération sans équivoque des tendances bisexuelles latentes du dramaturge à ce moment-là, ou tout simplement leur reconnaissance. Nouvelle traduction du Festin chez Trimalcion, je l'ai lu d'une traite. Ce livre à sensation, datant de 2000 ans,
brillant. Ce roman à clé de l'époque où le cruel Néron hurlait à plein poumon. Il y a 20 ans, le lisant dans une mauvaise traduction allemande, je n'avais perçu ni la saveur ni le piquant. Un chef-d'œuvre que cette période historique résumée en quelques pages par Pétrone. En décrivant avec sa cruauté et son joyeux franc-parler un dîner vieux de 20 siècles, digne de notre très chic Lipovaros, ainsi qu'un riche aigrefin romain, Trimalcion et ses invités, il inscrit ainsi dans une réalité atemporelle la société anarchique qui régnait encore sur le monde en ce temps-là. Cette société moribonde de parvenus rôtants, vomissant et forniquant au son des flûtes et des vers grecs. Ce roman à clé en dit au moins autant sur la Rome antique que Mommsen, et plus encore sur l'être humain éternel et sans espoir. Que l'on confie donc l'histoire aux écrivains, ils dépaieront toute une époque avec force anecdote et panache de surcroît. Le véritable héros de la tragédie shakespearienne n'est pas le vieux César, lequel cherche déjà la mort, ni le traître Brutus, l'aristocrate raffiné qui, en dépit du bon sens, plante sa dague dans le cœur de son mentor. Mais Antoine, ouais, le glable et le rusé, qui possède toutes les capacités pour accéder au pouvoir, mais qui n'a aucun sens des réalités. La maladie m'a enseigné à vivre sans désir. Je suis convaincu que cette excitation artificielle qui incite les êtres à courir après les aventures ici-bas est totalement vaine et forcée. Le corps et la nature sont à la fois beaucoup plus modestes et sans doute beaucoup moins profonds devant la sexualité que nous le croyons, plongés que nous sommes dans notre course effrénée. Il suffit d'observer les animaux beaux et forts, tellement simples dans leurs amours, et la fête rare et sauvage qu'est leur accouplement. Il n'y a que l'homme qui dévore toutes les sortes de chair au-delà de ses besoins naturels. Ce n'est pas lui qui fait l'amour, c'est son orgueil. Sur l'île Marguerite, dans une chambre d'hôtel au 3e étage, j'y ai habité bien souvent, à des époques différentes, dans des états d'esprit différents. Maintenant, je suis malade, mais le genre de malade, comme dit Monterland, qui couché dans son lit accueille tous les matins d'un œil de pirate l'infirmière qui franchit le seuil. Devant la fenêtre, un chêne dont les branches maîtresses surplombent la toiture du bâtiment de 3 étages. Le soleil brille et la brise de cette fin mai poursuit le Danube. C'est la première fois depuis des mois que je ressens l'intérêt, dans les deux sens du terme, du travail. J'ai terminé le journal de Gide. Gide vaut davantage que son œuvre. C'est l'effet de sa vie et de sa conduite qui demeure. L'influence qu'exerce son œuvre est inégale, relative. En tout cas, c'est mon impression. Mais depuis Bossuet, nul n'a écrit une prose française aussi précise et musicale que celle de certaines phrases dans Sillegrain. Et les dernières lignes du journal, quand le nomade de 70 ans, après la mort de son épouse et quelques mois avant que n'éclate la Deuxième Guerre mondiale, reprend son errance, émeuve jusqu'aux larmes. Libre, effroyablement, écrit-il. La prose de Rilke, quelle prose musclée, nerveuse et dure. Parce qu'il est poète, il appelle chaque chose par son nom en prose. Il écrit avec une précision fatale, comme seul sait le faire un poète pour relater les faits et les événements. Quand il évoque les odeurs, on a vraiment la nausée, comme si on était
coincé au milieu d'une foule et macéré dans sa propre puanteur par un après-midi doux. Il écrit sur la mort comme médecin familier de la décomposition et comme un saint qui, lui, sait ce qui se passe après. Ces variations et ces changements de thème suivent une logique tellement implacable. Chez lui, un thème ne se relie pas à un autre, mais un lien interne au phénomène du monde confère une tenue intérieure et une cohésion à tout ce qu'il touche. Le jeu du vent et de l'eau sous ma fenêtre, j'ai l'impression que je vois le mouvement de la machine planétaire, comme si c'était à l'intérieur de moi qu'affluaient le vent, l'eau et la lumière. Est-ce cela qu'apporte la vie avec le temps? Qu'est-ce qui m'attend encore si je vieillis? Je soupçonne que ce sera formidable de vieillir. Tout sera dense, concentré, complètement doux.